Vous écoutez l'affaire Isabelle Laville, deuxième partie. Les révélations de Michel Fourniret et Monique Olivier laissent les gendarmes belges stupéfaits. Ils auraient donc arrêté un tueur en série et sa complice. Pour en savoir plus, ils se penchent sur l'histoire de ce couple et découvrent qu'ils se sont connus plus de 15 ans auparavant, en France, alors que Michel Fourniret purgeait une peine de prison pour agression sexuelle. J'ai examiné Michel Fourniret et Monique Olivier. Jean-Luc Ployer, expert psychologue. À la demande d'un magistrat instructeur de Charleville-Mézières, en 2004 et 2005. Le magistrat instructeur avait eu, à mon sens, l'idée assez pertinente de me demander, en fait, d'examiner quels sont les rouages du couple, si vous voulez, comment ils fonctionnent, en tous les cas dans leur parcours criminel. Dans les années 86-87, Michel Fourniret était détenu. Richard Desgenès, avocat de Monique Olivier. Pour des affaires d'agression sexuelle, il était en détention. Michel Fourniret passait des petites annonces, puisqu'il allait il allait sortir de prison. Cherche une personne avec qui, effectivement, je peux refaire ma vie. Ça, c'était l'annonce officielle, si vous voulez. Et elle, qui effectivement était intéressée, a répondu à l'annonce qu'il avait élaborée. Monique Olivier, c'est une femme qui, avant de rencontrer Michel Fourniret, n'a pas de problème de délinquance ou criminel ou pathologie particulière. C'est une personne qui a été mariée, qui a eu 2 enfants, qui a travaillé très jeune, qui a une vie de famille sans histoire notable. Donc une vie normale, je dirais, au sens où rien de marquant. Ils vont tisser des relations malsaines. Alain Bert, avocat de la famille Laville. Et ils vont, dans le cadre de leur correspondance, élaborer un véritable pacte criminel. J'ai jamais vu ça. Il lui demandait d'être sa complice pour essayer de s'attaquer à des jeunes filles. Le 22 octobre 87, Fourniret sort de prison. Elle était toute seule, pas de famille pour l'aider, pas de travail à l'époque, donc il lui propose d'emménager avec elle. Et elle l'accompagne dans la maison familiale de Michel Fourniret à Saint-Cyr-les-Colons. Dans ce qu'ils avaient organisé, Michel Fourniret et Monique Olivier, ils voulaient absolument que Monique Olivier repère une jeune fille qui lui ressemble quand elle était jeune, si vous voulez. Dans son esprit, Isabelle Laville devait, la malheureuse, correspondre à ce qu'était Monique Olivier à son âge. Et puis, ils vont jouer le scénario. Donc c'est Monique Olivier qui conduit et qui repère une jeune fille. Et demande un renseignement. Isabelle Laville lui demande son chemin. Et Isabelle lui répond, c'est par là. Elle dit, monte, je te déposerai chez toi. Un peu plus loin, qu'est-ce qu'il voit? Il voit au bord de la route un type avec un bidon, un bidon d'essence qui fait du stop. Donc Monique Olivier s'arrête et qui lui demande de l'amener à une station essence. Là, encore une fois de plus, il n'y a aucune raison de se sauver de la voiture. Et c'est Fourniret qui monte à l'arrière. Voilà. C'est Fourniret qui monte à l'arrière. Et ils vont arriver à Saint-Cyr-les-Colons, leur lieu de résidence, où le crime va se dérouler. Il va abuser ou tenter d'abuser, on ne sait pas, d'Isabelle Laville. Et puis il va la tuer. On ne veut pas y croire. Parce que ça, on se dit, on se demande par où elle en est passée, quoi. Sandra Laville, sœur d'Isabelle. On se dit, qu'est-ce qu'elle a souffert? Est-ce que ça a été long? Est-ce que ça a été court? Est-ce que...
Voilà, on n'a pas envie que la personne qu'on aime ait vécu quelque chose aussi dur, aussi terrible. Ça faisait 17 ans qu'on était sans savoir. Et là, tout d'un coup, quelqu'un avoue. Marie-Jeanne Laville, mère d'Isabelle. C'est difficile de faire la part des choses tout de suite. C'est difficile à comprendre le fait de savoir qu'elle devait être morte et d'espérer quand même. Vous savez, quand on parle de l'enfer, il est sur notre terre, hein, il est sur notre planète, l'enfer. Le plus important, après les aveux de la mort, de l'assassinat d'Isabelle Laville, c'est de retrouver son corps. Il est évident que les parents ont envie de retrouver le corps et de lui offrir une sépulture sur laquelle on puisse se recueillir, qu'elle ne soit pas jetée comme un objet abandonné. Quand il nous dit « je sais où j'ai mis le corps d'Isabelle Laville ». Yves Charpenel, ancien procureur général de Reims. Il nous dit « oui, mais ma mémoire flanche un peu et ça m'ennuie de vous donner des indications floues parce que sinon, vous allez être ridicule devant les médias. » Ce qu'on voulait, c'était retrouver Isabelle. Puis bon, il n'avait pas du tout envie de nous dire où elle était. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est son sadisme, si vous voulez. Jean-Luc Ployer, expert psychologue. Notamment avec son jeu de ne pas dire où il a effectivement déposé tel corps ou tel corps, pour que les familles ne fassent pas leur travail de deuil, si vous voulez. Ce qu'il aime, c'est faire les règles du jeu. C'est le petit poussé, quoi. Il sème des cailloux, et puis on arrive devant un mur. Le mot, pour moi, qui résume peut-être le mieux psychologiquement Fourniret, c'est domination. La domination, c'est ce qui lui importe. Michel Fourniret devrait arriver vers 13h à Auxerre, mais sa présence physique ne signifie pas qu'il accepte de coopérer pleinement avec la justice. 21 avril 2006, reconstitution de l'enlèvement et de la mort d'Isabelle Laville. Alain Hamon, journaliste. Fourniret fait son grand numéro. Bon, non, je vais pas vous aider, tout le truc et tout. Enfin, ça dure pendant des heures et tout le truc et tout. Jean-Pierre Laville va se retrouver face à Fourniret et il va lui parler, ils vont engager un dialogue. Mon mari a dit, maintenant, vous parlez ou vous vous arrêtez. Mais je ne veux pas vous entendre raconter votre vie. Enfin, mon mari était vraiment remonté contre lui. Fourniret a dit qu'il allait tout faire pour l'aider à retrouver, parce qu'il était père lui-même, qu'il comprenait, etc. Fourniret demande du papier et un crayon. Il dessine une route. Il dessine un bâtiment en hauteur. Il dessine un bâtiment plus bas à côté. Et il dit, voilà, c'est là que j'ai jeté la petite. Ça, c'est un transformateur électrique. Ça, c'est une espèce de petit hangar qui est à côté. Et puis, à côté du petit hangar du transformateur, il y avait un puits. J'ai jeté le corps dedans. Je Fourniret, faut nous en dire plus maintenant. Quelle route ? Quel village à proximité ? Et là, Fourniret, terminé. À tel point que le procureur de la République ne trouve qu'une seule solution, c'est de publier ces informations-là. Dans l'affaire Isabelle Laville, les indications parcellaires données par Michel Fourniret ne permettent pas de trouver l'endroit où il a enterré le corps de la victime. Le procureur de la République va alors jeter une bouteille à la mer. Un appel à témoins pour retrouver un puits au bord d'une route. Bussy-en-Aude, qui est une petite bourgade naturellement avec beaucoup de forêts. Evelyne Trécart, première adjointe à la mairie de Bussy-en-Aude. C'est familial, tout le monde se dit bonjour, donc on se connaît tous. Au cours du mois de juin 2006,
C'est notre ancien maire, Monsieur Bernard Rativo, qui a donc lu dans la presse locale les précisions que le tueur avait données. Ça a attiré l'attention de Monsieur Rativo, qui a donc pris contact avec le procureur pour lui dire « Je pense que le lieu, je l'ai reconnu ». C'est en 96 que le puits avait été comblé du fait de sa dangerosité vis-à-vis des enfants. Décor bucolique pour une fouille macabre. C'est ici, au bord d'une plantation de merisiers près de Bussier-en-Othe, que se trouve peut-être le corps d'Isabelle Laville. Un puits dans un transformateur avec un appentis. Exactement la description donnée par Michel Fourniret le 22 avril dernier. Ils ont retiré 3000 seaux de gravats à la main. 3000 seaux de gravats. Mon mari était là-bas, donc ils ont retrouvé une paire de bottes. Elle avait des bottes blanches. Bon, elle n'était plus blanche, mais mon mari me dit, il y avait des pompons. J'ai dit oui, ça y est, c'est elle. Et donc ils ont nettoyé les chaussures, elles étaient blanches. Le corps, on le découvre avec des choses pas très agréables, pas très agréables à voir. Et ça, les parents le voient. Il n'était pas bien quand il est rentré. Il n'était pas bien. Bon, Maître Bert était là, donc il n'était pas seul, quoi. Donc, non, c'est vrai que non, il a fallu quelques jours avant qu'il puisse de nouveau respirer comme il faut. Le moment le plus difficile, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est le jour où on découvre le corps. Alain Bert, avocat de la famille Laville. Parce que là, c'est la fin de l'espoir. Alors c'est sûr, c'est le début de la vérité, mais c'est la fin de l'espoir. J'ai pleuré. J'ai pleuré parce que un chien crevé et il l'a jeté dans un puits, quoi. J'ai trouvé c'est immonde, c'est difficile à accepter, quoi. Est-ce qu'elle a trouvé le repos? Est-ce qu'il y a plein de choses qui viennent? Sandra Laville, sœur d'Isabelle. Il y a plein de questions qui se posent tant qu'on n'a pas de réponse. Quand nous avons récupéré ses ossements, nous l'avons fait incinérer et mis dans ce qu'ils appellent le jardin du souvenir. Marie-Jeanne Laville, mère d'Isabelle. Mais en réalité, pour nous, sa tombe se trouve là-bas, là où elle est restée pendant des années ensevelie. C'est là qu'est sa tombe. Justice, c'est demain que s'ouvre dans les Ardennes le procès de Michel Fourniret et de son épouse. Michel Fourniret est renvoyé devant les assises pour 7 meurtres. Monique Olivier, son épouse, est poursuivie dans 5 cas au moins. Face à eux, les familles de victimes, elles attendaient cette confrontation depuis parfois plus de 20 ans. On a une espèce d'imaginaire qui se met en place. On sait que c'est un tueur en série, on sait qu'il a tué énormément de personnes, etc., des jeunes femmes. Voilà, on appréhende un peu les choses. J'allais voir en face les 2 personnes qui m'ont volé une partie de ma vie. Je m'attendais vraiment à voir un monstre. Je l'ai trouvé minable. Au fur et à mesure j'ai vu un petit bonhomme. Vous savez, c'est comme l'histoire de la grenouille qui voulait se faire aussi grosse qu'un bœuf. C'était lui. C'était un petit minable qui s'imaginait être important. Quand on les voit, on se dit, c'est dur de s'imaginer qu'en fin de compte, des tueurs en série ou des violeurs ou des personnes comme ça ressemblent à tout le monde. C'est plus ça qui m'a choquée sur le moment, c'est me dire, mais purée, comment on peut savoir qu'ils sont méchants? Ils ressemblent à tout le monde. C'est des personnes
qu'on croise tous les jours dans la rue. Ce 27 mars 2008, première journée de procès, Fourniret, il arrive avec une pancarte en disant pas de huis clos, pas de parole. Genre de dire je ne parlerai pas s'il n'y a pas de huis clos. Alors évidemment, tout le monde s'est indigné de son comportement. Et la Cour a refusé le huis clos. On ne peut pas imaginer qu'une affaire comme celle-ci se déroule à huis clos. Donc, voilà, le procès s'est déroulé en grande partie sans que Fourniret intervienne. Vous savez, quand vous entendez cet individu qui dit « Oh, je suis sorti, je suis parti à la chasse, je ne savais pas ce que je ramènerais », en parlant de fillettes, de jeunes femmes, c'est très dur à supporter. C'est très dur à supporter. Parce que c'est des êtres humains, peut-être plus humains que lui d'ailleurs, qu'il a chassé comme ça. Au procès de Charleville, j'ai dit que c'était Monique Olivier qui avait donné à Michel Fourniret son permis de tuer, si vous voulez. Jean-Luc Ployer, expert psychologue. J'ai découvert qu'elle y trouvait également un intérêt. De toute façon, ce couple-là a fonctionné pendant des années. Si l'un et l'autre n'y trouvaient pas un intérêt personnel, c'est comme deux muscles en synergie, si vous voulez. L'un alimente l'autre, et réciproquement. Savoir pourquoi Monique Olivier devient complice de Michel Fourniret, c'est toute l'histoire du dossier qui dure depuis maintenant 15 ans. Richard Desgenès, avocat de Monique Olivier. Elle a une capacité à ne pas vouloir voir les choses et à mettre l'empathie de côté, que beaucoup de personnes n'ont pas. Michel Fourniret et Monique Olivier viennent d'être condamnés. La cour d'assises des Ardennes a rendu son verdict. Ils sont conspués. Le moment le plus fort du procès, c'est au moment du délibéré, parce que Monique Olivier a été condamnée à la peine de réclusion criminelle à perpétuité, et Fourniret a été condamné à une peine exceptionnelle, qui est une peine de réclusion criminelle à perpétuité, sans aucune possibilité d'aménagement de la peine. C'est ce qu'on appelle une perpétuité-perpétuité. C'est-à-dire qu'il mourra en prison. Vous vous mettez en couple, vous vous mariez, votre sœur n'est pas là, vous avez les Noëls, les anniversaires, vous avez un enfant, elle n'est pas là. Pour les communions, elle n'est pas là. Pour les baptêmes, elle n'est pas là. Tout ça, c'est dur par moment. Sandra Laville, sœur d'Isabelle. Pour le moment, ça, si vous voulez, début décembre, effectivement, j'ai eu une mauvaise période, comme tous les ans d'ailleurs. Pour la fête des mères, pareil. Mais après, je me remets... vous savez, comme je vous ai dit, mes petits-enfants m'apportent beaucoup. Je vis pour eux. La famille d'Isabelle Laville a réussi malgré tout à se reconstruire, notamment parce que le meurtrier a été jugé et condamné. Mais ce n'est pas le cas pour tous les proches des victimes de Michel Fourniret, qui a emporté nombre de ses secrets dans la tombe. Il est mort le 10 mai 2021, à l'âge de 79 ans, après avoir été hospitalisé en urgence à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. En décembre 2023, Monique Olivier a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 20 ans, pour complicité dans l'enlèvement, la séquestration et la mort d'Estelle Mouzin, de Johanna Parish et de Marie-Angèle Domès. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Lucie Lemétet. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz,
Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou, avec la voix de Julie Drey.